Sud Radio, la culture dans tous ses états. Philippe David. La culture dans tous ses états. On va faire un tour de France des spectacles qu'il ne faut pas rater. Il y en a d'autres, bien sûr, mais on va en faire 7 cet été. On commence avec une pièce de théâtre drôlissime, drôlatique, un conseil d'amis, et nous sommes avec un des acteurs qu'on aime beaucoup d'ailleurs. Bonjour Manuel Gélin. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, et vous? Bah, chaudement, mais bien. C'était la météo de Rémi André. Vous permettez qu'on écoute un extrait de la pièce? Bien Allez, sûr. c'est parti. Je m'appelle Boris Lefebvre. Alain, dont je suis l'ami le plus proche, est venu me rendre visite pour me demander un conseil afin de trouver une solution au dilemme qui le tourmente depuis quelque temps. Tu me demandes de t'aider, je t'aide. Je n'aurais jamais dû l'aider. Tu sais que tu m'as foutu dans une sacrée merde, toi. C'est la pire chose qui me soit arrivée dans ma vie. Mais c'est pire que ça, tu vas quitter ta femme. Tu pars pour quelqu'un, tu vas t'inventer une liaison. T'as rencontré quelqu'un? Pourquoi te faire davantage de mal? Mais pour comprendre! Je connais son nom! Son nom! Et là, ton talent d'improvisateur a fait un malheur. Alain, des explications? Bon, tu rentres si tu te calmes! Je suis calme! Mais comment t'as pu t'en faire un ami? Alors ça me... Je ne suis plus ton meilleur ami depuis 2 minutes. Je suis libertine. Alors, vous avez reconnu les voix, vous êtes 4 sur scène, vous évidemment Manuel Gélin, Marie Fugain, Juliette Maignac, Christian Vadim. Alors vous êtes vous me permettez, un loser total qui veut rompre avec sa femme, qui est plus jeune et plus jolie que lui, mais le fait qu'il la quitte pour personne, ça lui pose problème et il va s'inventer une liaison un peu originale, on peut le dire comme ça. On peut dire ça, sans dévoiler, on peut dire ça comme ça, oui. En fait, lui, c'est un ado attardé, quoi. Il est un petit peu... voilà, il a vraiment tous les stigmates de masculin, lâcheté, enfin, il est bien servi. Voilà. Il est bien servi. Alors justement, votre compagne, c'est Juliette Maignac dans la pièce. Votre meilleur ami, c'est Christian Vadim. Et en fait, la pièce se démarre, vous annoncez que vous voulez rompre à votre ami Christian Vadim. Ça commence à être un champ de bataille à 3 avec votre femme, et après ça devient carrément un champ de bataille à 4 avec Marie Fugain, qui est la femme de Christian Vadim. Absolument, absolument. Ben là, on est dans du feuilleton moderne, quoi. Hein. Ça fonctionne vraiment très très bien. Alors, on peut pas tout dévoiler, mais effectivement, le pauvre Alain, il va suivre le conseil de son meilleur ami, mais pas à la lettre, quoi. C'est à le dire. Vous avez cité un nom que tous les amateurs de théâtre comique, de théâtre de boulevard aiment, Feydeau. Moi, j'avais préparé une question pour conclure, mais je vais l'anticiper. Moi, votre pièce, je me dis que c'est un mix entre Feydeau et La Cage aux Folles. Est-ce que je me trompe ou pas? Parce que La Cage aux Folles, c'est pas du Feydeau, mais c'est quand même une grande pièce de théâtre, on sera d'accord, hein? Ah bah, on est complètement d'accord. Oui, il y a un petit clin d'œil d'ailleurs à la Cage aux Folles. Alors, on peut pas tout dévoiler, effectivement, mais pour moi, c'est de la bonne comédie bien écrite, bien mise en scène. On a la chance d'avoir l'auteur qui met en scène le spectacle, donc il y a eu des trouvailles et c'est vraiment très très agréable. Et voilà, là, on a joué à Paris pendant 3 mois, on était en tournée avant, on repart en tournée. Oui. Voilà, on repart en tournée, cet été, on sera sur... le 18 juillet à Fréjus, le 3 août à Pézenas, voilà, le 5 août à Ramatuelle et le 6 août à Aise. Manifestement, vous aimez le Sud-Est, hein? Bah, ça m'arrange bien vu que je suis en Espagne, là. Ça m'arrange bien de pas aller jouer à Tourcoing, vous voyez. Oui, c'est vrai, c'est pas le même coin. Manuel Gélin, le jeu d'acteur est exceptionnel à tous les 4. Hein, je rappelle Marie Fugain, Juliette Maignac, Christian Vadim et vous-même. Comment est-ce que vous êtes arrivé à avoir une telle osmose? J'ai eu la chance de voir la scène ensemble, parce que c'est rare de voir des comédiens se trouver comme cela, c'est assez extraordinaire. Et en fait, c'est ce qui revient très souvent dans les bonnes critiques, en tout cas de la pièce, c'est qu'effectivement il se passe quelque chose. On est comme une famille. Et c'est vrai que les gens à chaque fois disent c'est dingue parce qu'on sent que vous vous connaissez très bien. Et en fait, quand Didier Caron m'a parlé de cette pièce, j'ai commencé à la lire et tout ça, je me dis on va faire un casting, je vais prendre des copains. Je vais prendre des copains qui ont un petit nom aussi, mais je vais jouer carrément le côté un peu... Christian, on se connaît depuis très très longtemps, on allait au home d'enfants ensemble, donc ça remonte. Ah oui. On se connaît très très bien,
mais on n'avait jamais travaillé ensemble. Marie Fugain, on avait déjà travaillé ensemble. Bon, Juliette, c'est mon épouse de C'est dans la vie, donc on s'est connus au théâtre. Je l'ai pas dit, mais elle est votre épouse dans la pièce également. Je voulais pas dévoiler votre vie privée. Voilà. Elle est comme dans la vie, sauf que dans la vie, elle me donne pas de claques. Mais, ah oui, parce que vous en prenez un paquet de claques, hein. Mais quelque part, vous les méritez un peu quand même, non? Ah, franchement, dire le contraire, ça serait abusé, quoi. Non, mais ça, c'est sûr que c'est un boulet, hein. C'est vraiment. Il est pas méchant. Mais c'est l'ami catastrophe, quoi, vraiment. Si je vous disais, Manuel Gélin, dans ce film, vous êtes un peu le François Pignon du couple. Vous en pensez quoi? C'est un peu ça. Oui, on peut. Ça pourrait être un. Oui, c'est un personnage weberien. Est-ce qu'on pourrait dire weberien en parlant de Francis Weber? Oui, mais complètement. C'est Pignon. Oui, c'est Pignon. Et on imagine que vous prenez vraiment beaucoup de plaisir à jouer tous les quatre? Ah oui, on prend un vrai plaisir. C'est ça, c'est pour ça que ça se ressent. Les gens le ressentent, c'est-à-dire que la pièce est bien écrite, bon, tant mieux si on dit qu'elle est bien jouée, etc. Mais les gens, quand ils sortent, ils disent, mais c'est incroyable, parce qu'on a l'impression que c'est pas une impression, on se connaît vraiment, et on est tellement heureux, et donc on a d'autres projets derrière ça. On va continuer à jouer ensemble. Voilà. Je vais vous poser une famille et on va la garder. Je vais vous poser une question indiscrète pour conclure. Moi, ça m'a rappelé deux pièces de théâtre, Oscar et La Cage aux Folles, qui ont été tous les deux adaptés au cinéma, qui ont été des cartons au cinéma. Vous envisageriez pas une version cinématographique d'Un conseil d'amis? Alors, cinéma, je suis pas sûr, mais il y a peut-être en projet, effectivement, d'en faire un téléfilm pour la télévision. Mais ça m'appartient pas après. Mais il y a des gens des chaînes qui ont émis l'idée que ce serait peut-être pas con d'en faire un téléfilm, en tout cas, quoi. Maintenant, bon, voilà. Ce sera, à mon avis, une excellente idée. Merci Manuel Gélin. Je vous salue Juliette Méniac, qui est probablement avec vous. Et vous saluez également. Non, elle est en tournée. Elle est en tournée. C'est ça, les sacs à manque. Elle est partie jouer une autre pièce en Corse et puis je la retrouve à Fréjus. Et alors, si vous voulez vraiment rire, c'est le 18 juillet à Fréjus, le 3 août à Pézenas, le 5 à Ramatuelle et le 6 à Aise. Merci à vous Manuel Gélin. Ça, c'est pour cet été. Cet été. Et après, voilà. Merci de m'avoir reçu. Et si vous voulez vraiment vous marrer, faut pas hésiter l'ombre d'une seconde. C'est un conseil d'amis. Et ça, c'est un bon conseil. C'est un bon conseil d'amis. Avec un immense plaisir, on se retrouve. On va prendre la direction des Hautes-Pyrénées. Jazz à Luce, un festival de jazz en ce moment même. Et ensuite, dans un café-théâtre parisien, Le Grenier. Sud Radio, la culture dans tous ses états. Philippe David. Quand on pense jazz, on pense Nouvelle-Orléans, mais on peut aussi penser Hautes-Pyrénées et Valais-Toy en particulier. Nous sommes en compagnie de Jean-Pierre Lérac, fondateur du festival Jazz à Luce, qui a commencé hier et se terminera demain soir à Luce-Saint-Sauveur. Bonjour Jean-Pierre Lérac. Bonjour. On écoute un extrait d'un groupe qui est présent chez vous. On écoute Bagarre de Bol, quelques instants. Jean-Pierre Lérac, c'est du jazz, mais du jazz un peu modernisé, du jazz électro, là. Alors là, sur ce projet, oui, c'est vrai que le festival, il est un peu particulier. On est loin des formes du jazz traditionnel, c'est sûr. Nous, ce qu'on défend, c'est un petit peu plutôt la partie expérimentale du jazz. Et donc, voilà, dans les gens le public vient un peu chercher, c'est jazz en dehors, hors des sentiers battus. C'est un petit peu un festival où on vient de découvrir plutôt que écouter du jazz traditionnel, oui. Le festival, c'est vous qui l'avez créé il y a déjà plus de 30 ans, en 1991 ? Exactement, c'est moi qui l'ai créé. À l'époque, c'était un pari un peu fou, comme ça. Oui. On avait... Évidemment, donc on était parti sur c'était presque inconscient. Et donc voilà, le festival petit à petit a fait son chemin, s'est construit avec le public, on a fidélisé un public au fil des années. Et puis on s'est affiné dans le sens où c'est vrai que le festival maintenant il est connu parce qu'on est très peu de festivals en fait à défendre des musiques un petit peu hors sentier battu. Hors des sentiers battus, voilà, on pourrait l'appeler. Et c'est vrai que c'est du jazz, c'est des formes de musique très très différentes. C'est assez, tout au long du festival, on voit des musiques très 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 différentes. Ça va des musiques impro très très minimalistes jusqu'aux formes comme on vient d'écouter avec le groupe Bol,
des formes très rock presque, voilà. Donc c'est vrai que c'est un petit peu un paysage très large, quoi. Vous avez parlé de paysage, c'est un festival que vous voulez musical et esthétique, et pour l'esthétique en plein air à Luçon-Sauveur, entre le pic d'Ardiden et le pic de Bergonce, là ça doit être magnifique d'écouter du jazz en regardant ces paysages. Eh bien, écoutez, au moment où je vous parle, en fait, je suis en étant plein milieu d'une balade, parce qu'il y a pas mal de balades dans le festival. C'est vrai qu'on fait profiter aux festivaliers des alentours de Luce, sur des promenades raisonnables au niveau difficulté, évidemment. Mais ce sont des balades agrémentées, évidemment, de musique ou d'autres surprises. Voilà. Donc, là, on est au milieu au pique-nique, au milieu de la nature, au bord d'une chapelle. À ce moment, je suis en train de vous parler. Voilà. Donc, c'est le côté bucolique aussi du festival. On aurait tort de ne pas profiter de ce cadeau qu'il y a autour de ce village en fond de vallée. Oui. Mon petit doigt me dit que ça doit être la chapelle de Solferino au-dessus de Luce. Il y a 15 lieux de concert, c'est énorme pour un village de 1000 habitants. Ben, c'est sûr que le festival, en plus, c'est pour le village, c'est super parce que ça ouvre un peu la saison. C'est quand même un village touristique. Oui. Donc c'est les premiers. Nous, on fait ça un petit peu en dehors de la grosse vague des touristes du 14 juillet jusqu'au 15 août. Et c'est vrai que ça ouvre un peu les animations. C'est un petit peu comme ça. En tout cas, en plus, on fait que le festival soit bien vu dans tout le paysage. Il y a beaucoup d'animations dans la ville. Donc on essaie de faire beaucoup de concerts passerelles, etc. pour qu'il y ait une vraie que les gens de la ville de Luce et les touristes partagent aussi cet événement, profitent aussi de cet événement. Et quels sont les concerts à venir aujourd'hui ou demain? Mettez-nous en appétit. Alors aujourd'hui, on a une journée, je vous dis, on est en plein pique-nique. Pendant ça, en même temps, il y a un concert pour des enfants de bas âge, presque des bébés. Et en même temps, il y a des projections de films sur John Zorn, des films réalisés par Mathieu Amalric. Il y a tout ça en même temps, on partage le public parce que c'est vrai qu'au niveau des jauges, sinon ça serait un peu trop de monde. Donc on éclate un peu le public en plusieurs parties. Et donc la journée après, nous aurons un trio de jazz allemand qui est complètement inédit en France. Et après, on a un groupe La Jungle, quoi. Je crois que beaucoup de gens attendent parce que ça va être un moment un peu de jazz électro, là, ça va un moment très dansant. Et puis on terminera par des balades surprises dans la nuit. C'est-à-dire les gens, on les amener dans un endroit secret. Magnifique. Où il y aura des concerts en pleine nuit, au milieu des forêts. Voilà. Donc on essaie de varier les plaisirs chaque année. On peut acheter les places par Internet, faut réserver, ou on les achète directement en arrivant à Luce? Les deux sont possibles. Les deux sont possibles sur le site du festival. Vous amène sur Pestic, on pouvait prendre les places sur Pestic, mais il y a possibilité de prendre les places sur place évidemment parce qu'on a le chapiteau qui est sur les concerts du soir qui autorise. On n'a pas de jauge limitée pour le moment. Magnifique. Merci beaucoup Jean-Pierre Lérac, fondateur du festival Jazz à Luce. Ça se termine dimanche, alors n'hésitez pas à y aller. C'est à Luçon-Sauveur dans l'Haute-Pyrénées. On conclut, avec encore un morceau de bol Berlin. Merci. Vous voyez, c'est vraiment du jazz new look et c'est un magnifique festival dans un endroit absolument magnifique. Il y a les pièces de théâtre, il y a les festivals tous styles confondus, il y a les sons et lumières un peu partout en France, mais il y a des gens qui viennent en vacances à Paris et des franciliens qui y restent. Et on a une spécialité bien française, le café-théâtre. Nous sommes en compagnie de Sébastien Molina, le patron du Grenier et par ailleurs humoriste. Bonjour Sébastien Molina. Bonjour Philippe David, et merci de nous recevoir. Avec grand plaisir. Tout d'abord, présentez-nous le Grenier. Le Grenier, c'est une des dernières petites salles parisiennes de 40 places dans le 17e arrondissement de Paris, où chaque soir, il y a des humoristes, des magiciens qui se produisent, des jeunes talents aussi, puisqu'on a maintenant des scènes ouvertes, des jeunes talents. Et c'est un endroit très convivial où vous venez rire, vous détendre, passer un moment en famille, entre amis. Les entreprises viennent, nous privatisent le lieu, les CE nous privatisent le lieu. Enfin voilà, tout le monde peut venir au Grenier du Rire à Paris. Tiens, on écoute un extrait d'un de vos humoristes. Après 4 ans d'arrêt maladie, oui. Ma psy m'a dit que j'étais prête, c'est que je suis prête. Ah mais je vais quand même pas avoir peur d'une classe de maternelle, hein. C'est pas comme au collège, ils sont encore un peu trop petits pour me violer. Pendant ces 4 ans, j'étais complètement détruite. Il a fallu que je me construise. Je l'ai détruite au point d'être une merde.
Une sous-merde, j'étais un paillasson. C'était David Bugnac, oui. C'est de l'humour pas politiquement correct. David Bugnac, c'est un des artistes, comme de nombreux artistes passent au grenier, mais c'est vrai que chez nous, pas de censure, on aime vraiment l'humour, voilà, et voilà, c'est un endroit qui n'est pas censuré, le grenier. Votre marraine, c'est quelqu'un qui a un humour pas politiquement correct, c'est une femme, c'est la Bajon. Exactement, elle est talentueuse, elle est magnifique, et vraiment, elle a accepté d'être la marraine du grenier depuis quelques années. Et on en est très fiers parce qu'en plus elle cartonne. Elle est en tournée sur toute la France en ce moment. Elle était à Tahiti il n'y a pas très longtemps. Ah là c'est sympa en plus. Ouais, c'est sympa en plus. Elle s'est bien fait bronzer. Hein. C'est mieux que Dunkerque. On salue les Dunkerquois. Oui, on les salue. Allez pas foutre la merde avec les Dunkerquois. Vous-même vous êtes humoriste. Vous avez repris la scène. Vous êtes humoriste. C'est vrai que moi mon métier c'est comédien à la base et j'ai eu cette opportunité de reprendre cette salle en 2018 dans lequel je joue aussi. J'ai joué pas mal au théâtre. J'étais pas mal dans différents théâtres parisien avec Olivier Belmondo à qui on a monté pas mal une pièce d'ailleurs qui s'appelait Ma bonne étoile a perdu le nord, et puis voilà je continue, voilà, mais c'est très il faut gérer la salle, il faut gérer les artistes, et puis il faut gérer toutes les crises qu'on a passées aussi pour tenir le coup. Vous êtes rue Rennequin dans le 17e, c'est pas trop dur de se garer pour venir chez vous, parce que dans Paris c'est pas toujours une sinécure. Alors en fait ce qui est bien c'est que dans le 17e quand même ça reste encore un endroit accessible aux autocarrés. Oui, c'est rare. Merci à Anne Hidalgo, voilà. D'ailleurs Anne Hidalgo, vous avez vu, 1,7% de la dernière présidentielle, Anne Hidalgo. Oui. Même sur mon portable, j'ai plus de batterie, c'est pour vous dire. Vraiment. Donc, on remercie la politique parisienne qui est en train de nous flinguer tous les commerces parisiens, les salles de spectacle. Et on en discute souvent avec d'autres artistes. Donc, vraiment, faut le dire aux gens, il faut sortir, il faut aller voir les artistes où vous soyez. C'est très important. Comme je dis toujours, il faut que le spectacle vivant reste vivant. Alors, vous avez un autre humoriste. Lui, je pense qu'il a un petit côté Pierre Doris en termes d'humour noir et en termes d'humour trash. On peut le dire. Il s'appelle Thierry Cometti. On écoute un extrait. Ça excite Jean-Luc. Alors, donc, Hugo Gribois va en faire une courte et efficace, vous allez voir, ça va aller très très vite. C'est deux copains qui se rencontrent dans la rue, un qui dit, dis donc, si c'était la fin du monde dans un quart d'heure, toi tu fais quoi? Moi je dis tout ce qui bouge, et toi, je bouge pas. Ouais, Thierry, c'est un Lyonnais, il vient très souvent au grenier aussi. On a vraiment une vingtaine d'artistes qui passent régulièrement. On a un magicien aussi, Loïc Marquet, qui est extraordinaire. On a des jeunes scènes ouvertes. C'est ça que je voudrais vraiment vous parler des jeunes, parce que c'est très important. Tous les jeunes artistes démarrent dans ces petites salles, et c'est très important que ces salles continuent d'exister, parce que Foresti, tous ces gens, beaucoup ont commencé Olivier dans des Benoît cafés-théâtres, qui vient aussi chez nous tester ses sketchs. Tout le monde a commencé dans ces petites salles. Donc là, on a Lucien qui vient, on a Sévac, on a Charny, on en a d'autres, voilà. Et ça, c'est très important. Il faut donner la place à tous ces jeunes artistes pour lancer leur spectacle et démarrer leur carrière. Alors, vous donnez la chance à des artistes. Je crois qu'à la rentrée, même, vous allez passer une annonce sur votre site. Vous avez un sketch de 5 minutes. Exactement. Vous venez et on vous met sur scène. Racontez-nous. Ça va peut-être donner des vocations chez les auditeurs de Sud Radio. Écoutez, moi, je suis un des seuls lieux qui ne fait pas de casting. C'est-à-dire que les gens m'appellent, ils me disent voilà, j'ai 5 minutes à tester, ils viennent sur scène et je sais pas ce qui va se passer. C'est vraiment, alors à 99%, on est vraiment agréablement surpris. Des fois, il y a des mauvaises surprises, mais en tout cas, je préviens le public et je dis voilà, ce soir, il n'y a pas de censure. Vous allez voir quelqu'un qui vient tester 5 minutes sur scène, et je suis le seul à faire ça dans tout Paris. Déjà, des fois, les gens me demandent, me disent mais pourquoi tu prends des risques? Pareil, je me dis mais il y a aucun risque, on va pas mourir, vous inquiétez pas. c'est que de l'humour. Dans le plus grand cabaret du monde, c'est que de l'amour. Vous, voilà. Que de l'humour. Nous, c'est que de l'humour, exactement. Merci Patrick. Si tu nous écoutes, Patrick, magnifique. Si tu nous écoutes, Patrick, on t'embrasse, comme tu viens régulièrement sur Sud Radio. Alors, en ce moment, sur scène, il y a les irrésistibles du rire. Exactement. Chaque soir, un plateau d'artistes avec humoristes, magiciens et des jeunes artistes qui passent, et ça, toute l'année, tous les soirs, et même cet été, là on est ouvert 7 jours sur 7, tout l'été, jusqu'à fin août. Voilà. On a décidé de rester ouvert pour détendre les gens de toute la France, le public parisien et tous ceux qui veulent venir au grenier. Ceux qui partent en vacances ou ceux qui viennent à Paris, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent de province passer des vacances à Paris pour voir la Tour Eiffel, le Sacré-Cœur, etc. Alors vous, vous êtes plus un café-théâtre ou un cabaret? En fait, on a un dîner-spectacle, parce que le modèle économique de la salle ne peut pas être simplement un café-théâtre et vendre que de la billetterie, parce qu'il n'y a que 40 places, donc c'est très petit. Donc en fait, ce qui nous fait vivre, c'est le dîner-spectacle, et c'est vrai que c'est très sympa, parce que les gens en fait viennent déjeuner
déjeuner ou dîner. Donc ça leur permet de se retrouver, discuter, et ensuite ils sont face à la scène et ils viennent découvrir des artistes de grand talent. Alors parlez-nous un peu des formules dîner-spectacle que vous avez. Oui, en fait, vous avez tout sur le site legrenier-dînerspectacle.com. Il y a 2 tarifs, c'est vraiment très sympa, c'est dîner plus spectacle. Et puis il y a un repas, entrée plat dessert, entrée plat fromage dessert. C'est vraiment en toute convivialité, c'est vraiment super. Et ce qu'il y a de bien, il y a quelques temps, en remplaçant André Berkoff, j'avais fait un débat peut-on encore rire de tout. On avait Régis Maillot, Alexandre Pell et Evelyne Dresse qui avaient joué dans Les La Tendresse Bordel. Ce qu'il y a de bien au grenier, c'est qu'on rit encore de tout. Exact. Excusez-moi, ça met un coup de jeune, on rajeunit de 40 ou 50 ans, même pour ceux qui en ont 25. D'ailleurs, vous parlez d'Alexandre Pell. Alexandre est venu il n'y a pas très longtemps. Alexandre, si tu nous écoutes. Alexandre, magnifique. Je sais qu'il est à Avignon en ce moment. Oui, Alexandre, je crois, oui. Il est venu faire quelques minutes sur scène. Et c'est vrai qu'on a cette chance au grenier d'être libre. Voilà, la liberté. Et la liberté, c'est comme sur Sud Radio, parlons vrai, un excellent café-théâtre où aller cet été. Moi je le montre à la caméra, regardez, il est là. Le grenier, chaque soir sur scène, humoristes et magiciens, les irrésistibles du grenier, le plus convivial de Paris. Tout de suite, on va parler. Oui. Non mais vraiment, je veux vous remercier Philippe David de nous avoir invités parce que c'est tellement difficile d'avoir accès aux médias et merci d'aider toutes ces petites salles là qui sont là. Souvent il y a beaucoup de place dans les grosses structures, mais les petits on les oublie un petit peu. Et bien là on va parler d'une autre salle de théâtre avec une autre pièce de théâtre dramatique avec Hortense Diftin qui arrive dans le studio. Merci. Sud Radio. Sud Radio, la culture dans tous ses états. Philippe David. Et on va retrouver quelqu'un qu'on connaît bien sur Sud Radio, puisqu'on l'avait eu comme humoriste, Hortense Diftin, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Comédienne également. Alors Hortense Diftin, vous avez coécrit avec Jean-Marie Lhomme et co-mise en scène avec Benjamin Baffy, une pièce dans laquelle vous jouez. Elle s'appelle Son bien le plus précieux, ou jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour 10 millions d'euros. Exactement. On écoute un extrait. Tu sais qu'il y a des gens qui seraient prêts à vendre le rein de leur enfant pour de l'argent. Ah oui? Ouais. Mais ça se vend bien. D'ailleurs, maman, le mois prochain, avec Sophie et des amis de hashtag on ne se laisse pas faire, hashtag plutôt crevé, on descend dans la vallée de Chevreuse. Ben on le sait qu'elle est morte, c'est pour ça que nous appelons, on est déjà au courant. Hein? Une lettre recommandée? On ne va jamais chercher lettre recommandée. C'est jamais des bonnes nouvelles. Grand-mère. Alors, cette comédie, racontez-nous ce qui se passe. Elle est, je cite le dossier de presse, très adaptée de l'héritage de Guy de Maupassant. Ben oui, avec Jean-Marie Lhomme, on a écrit cette pièce. Et puis donc c'est une famille qui doit hériter du bien le plus précieux de sa vieille tante, un Monet. Mais à la condition sine qua non que la fille de la famille, Henriette, soit enceinte pour faire perdurer le nom de la famille. Comme on vient d'entendre, la mère ne va jamais chercher l'être recommandée parce que c'est jamais des bonnes nouvelles. Elle apprend la nouvelle un petit peu tard, donc il lui reste plus que 2 mois pour que sa fille tombe enceinte. Et donc on a écrit cette pièce qui est très sympa. Et pour l'anecdote, mon ami, donc Jean-Marie Lhomme, fait lire la pièce à un ami à lui qui lui dit mais tu sais, cette pièce a déjà été écrite. Et non, c'est pas possible, non. Et d'ici, il y a une nouvelle de Guy de Maupassant qui s'appelle L'héritage et c'est le même pitch. C'est fou. C'est un truc de dingue. Comme c'est un de mes auteurs favoris, j'étais plutôt fier. Alors, problème, votre fille, elle n'a pas de compagnon, elle pense plus à la planète qu'à faire un enfant. Et vous, je vais vous faire une remarque peut-être un peu désagréable, vous êtes très cynique quand même. Ah, je suis très cynique et très vénale. Et puis alors, rien ne m'arrête. C'est clair. À 10 millions d'euros, j'en connais un paquet qui le serait aussi. Tout à fait. Donc oui, la mère, elle est marrante parce que mais c'est pas très politiquement correct. Elle trouve que sa fille est moche, elle va lui dire. Elle a pas d'angoisse avec ça. Ils sont assez marrants parce que c'est ça qui est bien avec la pièce, c'est qu'elle est vraiment dans l'air du temps. Il y a les boomers d'un côté, donc le père et la mère, qui eux veulent bien faire des efforts, mais quand leur fille fait un drame parce qu'ils vont manger une pizza, ils comprennent plus où ils en sont. Et puis il y a elle qui est la caricature de la gamine qui irait envoyer sa pomme pote sur la Joconde. Donc c'est pas évident. Mais c'est de l'humour pas politiquement correct. Non, et on aime ça sur Sud Radio. On écoute un autre extrait. Tout à fait. C'est parti. Tu peux pas trouver un petit copain comme ça pour rigoler à l'occasion, pour te détendre? Tu sais que ça fait du bien quand ça passe, hein. Toi, il y a Brad Pitt. Brad Pitt? Ah non, Brad Pitt. Et quand tu regardes sa photo de profil, t'as vite compris que c'est pas une faute de frappe. Oh, quelle angoisse! T'as avalé le ticket de caisse?
Non, j'ai avalé le ticket de carte bleue, je suis pas bête. Ah, bah ça va. La mère qui va même sur les sites où les gens mettent comme photo de profil, vous avez pris quoi pour sa fille, tant elle tient à ces 10 millions d'euros que vaut le bonnet. D'ailleurs, elle va l'affubler d'une robe léopard pour qu'elle se fasse repérer, parce que la mère n'est habillée que en robe léopard. C'est son kiff. Vous n'en avez pas mis aujourd'hui d'ailleurs, parce Non. que c'est vous la mère, vous auriez pu. Hein. J'aurais pu, tout à fait. Alors, les acteurs sur scène, c'est vous-même évidemment, Olivier Sadouane, qui est votre mari. Il est en alternance avec Oulage, qui va jouer en ce moment avec nous au Théâtre. Oui. Et puis, la jeune fille qu'on entendait dans l'extrait, c'est Mélissa Esquerdo, qui fait beaucoup maintenant de scènes ouvertes. Et comme elle est humoriste sur les scènes ouvertes, elle est en alternance avec Sarah Sauté, qui va jouer avec nous au Théâtre aussi à partir de la semaine prochaine. Alors, c'est vraiment un spectacle, une pièce de théâtre très drôle, pas politiquement correct, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis pour tout le monde, elle est absolument pas vulgaire. Oui. Les enfants peuvent venir, ils rient. Moi, je l'ai joué en province devant les familles, donc ça fait rire tout le monde. Donc c'est plutôt chouette. Ça donne envie aux gens d'aller au théâtre. Voilà, c'est ça qui est bien. Ça donne envie aux gens d'aller au théâtre. Vous allez jouer où cet été? Alors là, pour nos auditeurs qui se cherchent, disent tiens, je ferais bien quelque chose de culturel cet été. Où est-ce que je peux aller? Pour le moment, on joue. Tous les jeudis, vendredis, samedis, là, à partir de la semaine prochaine, au Théâtre à Paris. Il est où à Paris? Alors, il est dans le 15e arrondissement et il est rue Théodore Deck. C'est un petit théâtre qui est très sympa, avec une équipe très chouette et qui, comme notre ami Sébastien avant, donne la chance aux produits. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et puis ensuite, j'espère qu'on pourra partir en province, mais là, ça sera, à mon avis, à partir de 2024. À partir une tournée probable, parce que c'est franchement une pièce... Oui, c'est très chouette. C'est très drôle, c'est vous qui l'avez écrite, qui l'avez mise en scène avec le fils de Laurent Baffy. Oui, il est venu nous filer un coup de main, donc ça c'est plutôt chouette. Et vraiment un bon moment à passer. Elle dure combien de temps la pièce? 1h15. 1h15. 1h15 de rigolade. 1h15 de rigolade. Je vais vous poser une question indiscrète, vous permettez, Hortense Diftin? Je ne sais pas. Allez-y. Pour 10 millions d'euros, vous seriez prête à faire quoi? Oh vendre ma fille, pas de problème. Et mon fils par la même occasion, si ça peut aider. Elle est habituée. Eh bien écoutez, c'est une pièce très drôle, alors très adaptée, je cite, de l'héritage de Guy de Maupassant. Par erreur, très adaptée par erreur. Son bien le plus précieux, mais j'adore le sous-titre. Jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour 10 millions d'euros? Et ça se joue donc au Théâtre, c'est ça? À Paris 15e à partir de la semaine prochaine. À 19h30. Eh bien écoutez, pour les Parisiens, pour ceux qui viennent passer leurs vacances à Paris, un autre spectacle comme Le Grenier, excellent à aller voir. Merci Philippe. Avec plaisir. Tout de suite, on va parler de spectacles totalement différents. On prend la direction de ce qui est considéré comme le plus beau site de France, l'abbaye du Mont-Saint-Michel, pour un spectacle de son et lumière exceptionnel, baptisé Le Millénaire, les Nocturnes de l'Abbaye. Nous sommes en compagnie de François Nicolas, président d'Amaclio Productions, qui fait ce spectacle. François Nicolas, bonjour. Bonjour Philippe et bonjour à tous les auditeurs. Oui, très heureux de vous avoir. On vous connaît notamment pour la Cité de l'Histoire, à la Défense, pour Éternel Notre-Dame, à la Défense également et sous le parvis de Notre-Dame. Vous avez fait de grands spectacles aux Invalides, Carcassonne, à Zell-Rideau et maintenant le Mont-Saint-Michel. Alors le Mont-Saint-Michel, nous y sommes depuis maintenant 6 ans. Absolument. Pour faire les nocturnes. Ce sont les nocturnes de l'abbaye et donc ça consiste en un parcours nocturne dans l'abbaye, donc tout en haut du mont, qui est un parcours lumineux, sonore, narratif, avec de la vidéo monumentale, etc. Et ça dure à peu près 3/4 d'heure, 1 heure. On arrive à la nuit tombée et on peut voir le Mont-Saint-Michel comme en fait on n'arrive pas à le voir en journée, surtout que il y a quand même beaucoup de monde en ce moment au Mont-Saint-Michel, puisque ce sont les 1000 ans. Voilà, ce sont les 1000 ans de, non pas du Mont-Saint-Michel, mais de l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Absolument. Voilà. Alors, c'est un spectacle qui est à la fois en extérieur et en intérieur. Expliquez-nous. Alors, effectivement, lorsque vous arrivez sur le Mont-Saint-Michel, vous montez tranquillement la grande rue. Le mieux, effectivement, est d'arriver vers 21h, 21h30. Ça permet de commencer à voir le coucher de soleil, qui est complètement dingue au Mont-Saint-Michel. Et vous savez, il fait toujours très très beau au Mont-Saint-Michel. Il y a toujours un peu de pluie, mais c'est souvent que la nuit, entre 3h et 4h du matin. Donc n'hésitez pas à venir au Mont-Saint-Michel entre la Normandie et la Bretagne, comme ça oui, parce que là, comme ça on ne fâchera personne. Le Couesnon a fait des mécontents du côté de la Bretagne. Le metteur en scène est Martin Arnaud. Dites-nous en plus sur lui.
Alors, Martin il a un point commun avec vous, il a 2 prénoms, et comme moi d'ailleurs aussi. Exactement, voilà. C'est donc quelqu'un de très bien. Oui, comme Patrick Roger d'ailleurs. Comme Patrick Roger aussi, voilà, exactement. Donc Martin Arnaud, c'est la 3e mise en scène que je lui confie. Je lui avais confié un parcours sur les remparts de Carcassonne il y a maintenant 2 ans. Et puis l'an dernier déjà, c'est lui qui avait fait avec Stéphane Bern toute la mise en scène des Nocturnes du Mont, quoi, donc de l'abbaye l'an dernier. Et là, je lui ai confié seul ces Nocturnes à l'occasion du millénaire. Martin Arnaud est un metteur en scène qui aime les grands spectacles, qui aime les choses assez époustouflantes, assez extraordinaires, qui connaît bien toutes les nouvelles technologies, qui est vraiment à la page de tout ça. Il est très, très fréquemment appelé par les grandes organisations internationales pour faire, vous savez, les spectacles d'ouverture. Ça peut être pour le sport, ça peut être pour plein de choses. Oui. Donc, il a les festivals, etc. Voilà, les festivals, etc. Une très très grande expertise sur ces très grands événements. Et pour le millénaire, je me suis dit, il fallait effectivement que Martin puisse nous accompagner. Voilà, c'est un garçon avec qui on travaille beaucoup et qui partage bien toutes les valeurs véhiculées par Maclio Productions dans ces spectacles. Donc, une entente parfaite depuis 3 ans avec lui. Dans ce spectacle, vous avez des technologies innovantes. Vous pouvez nous en dire quelques mots sans être trop technique? Alors, sans être trop technique, je ne vais pas parler justement de trop de technique, puisque ce qui compte, c'est quand même le contenu qui est projeté. Donc, on n'a pas de technologie innovante. Par contre, on va dire c'est un alliage de différentes techniques qui en fait quelque chose de visuellement très très extraordinaire. La plupart des gens qui arrivent dans l'abbatiale après avoir fait tout le parcours, c'est le clou du spectacle, si je puis dire. Il faut vraiment voir de nuit. Donc il faut vraiment arriver dans l'abbatiale en fin de parcours après 22 heures. Parce que si vous arrivez avant, vous n'aurez pas effectivement toute la beauté de ce spectacle. Et en fait, les gens ont du mal à voir, mais comment ils font ça? Voilà, très marrant. Les gens pensent qu'il y a des hologrammes, les gens pensent qu'on a rempli l'abbatiale d'eau et qu'on y a mis des poissons dedans. C'est effectivement très très bluffant sur le plan visuel. C'est très très beau puisque nous avons fait composer à peu près 6 musiques différentes. Donc c'est des musiques originales tout au long du parcours et dans l'abbatiale. Donc c'est des musiques parfaitement adaptées à ce qu'on voit au rythme des images. C'est un spectacle qui dure 15 minutes, qui est très court. Sur lequel il n'y a pas de texte, il n'y a pas de narration, tout est en sens et l'émotion, et ça touche vraiment vraiment les gens qui se retrouvent devant quelque chose de très très beau visuellement. Et alors voilà. on va conclure avec 2 autres spectacles que vous faites cet été, l'abbaye de Fontevraud, c'est dans le Maine-et-Loire, et Perpignan. Alors effectivement, Fontevraud, là la mise en scène, l'écriture du spectacle, et comme chaque année depuis 3 ans maintenant, Bruno Cellier, avec qui nous avions fait La Nuit aux Invalides, avec qui nous avions fait aussi la réalité virtuelle sur Éternel, Notre-Dame. Et donc là, c'est la 3e année. Voilà, c'est les étoiles de Fontevraud qui commencent à s'ancrer dans le paysage maintenant. Donc ça fonctionne très bien et ça commence mardi prochain, le 18. Et toujours, spectacle nocturne, donc venir à la nuit tomber à Fontevraud, c'est à peu près 1 heure de déambulation dans l'abbaye, dans l'abbatiale. Et c'est très apaisant et très beau. Voilà. Donc et il y aura Perpignan également. Merci beaucoup François Nicolas, président d'Almaclio Productions. Magnifique spectacle. Si vous allez au Mont-Saint-Michel, vous allez à Fontevraud, c'est à côté d'Angers, dans le Maine-et-Loire, ou si vous allez à Perpignan, ce sont des spectacles son et lumière absolument magnifiques. Merci à vous. Dans quelques instants, on va retrouver un autre François, le pianiste virtuose François Chaplin, pour parler des concerts qu'il va donner pour jouer notamment Schubert et Rachmaninoff. On se retrouve dans quelques instants. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Philippe David. Et on a parlé de jazz tout à l'heure, on va rester dans la musique. Nous sommes en compagnie de François Chaplin, pianiste virtuose mondialement connu. Bonjour François. Bonjour Philippe. Vous jouiez à Toulouse cette semaine, on va parler de votre tournée d'été. On va déjà, si vous permettez, écouter d'un extrait de vous au piano, jouant Schubert 4, impromptu dès 899, 3 Andante. François Chaplin,
vous tournez un peu partout cet été. Vous étiez à Toulouse cette semaine. Et oui, là, exactement. vous allez, la plus belle ville du monde, je ne suis pas du tout chauvin, ne vous inquiétez pas, vous serez au festival de Pont-le-Voix, c'est dans le Loir-et-Cher du 23 au 30 juillet pour plusieurs concerts. Parlez-nous de ce festival. Oui, c'est la 38e édition et c'est un endroit, c'est vraiment un endroit extraordinaire. On joue en fait c'est une abbaye en fait qui est millénaire et on joue dans le manège royal. Donc le manège royal à l'époque il servait, j'imagine, aux chevaux. Et c'est une acoustique vraiment magnifique avec du bois. La jauge est de 500 places à peu près. Et c'est vraiment un endroit incroyable parce qu'on arrive, on se dit bon bah c'est un petit village dans le Loir-et-Cher à côté de Blois. Et c'est vraiment un endroit magnifique pour faire de la musique. Et donc, c'est la 38e édition. Et donc, le 23 juillet prochain, je serai en compagnie du grand violoncelliste Marc Coppet. Oui. Et on fait une soirée autour de Brahms, exactement, avec la célèbre première sonate. Il en a écrit 2. Et on jouera la première, notamment. Le 29, vous allez faire les Schubertiades avec le pianiste David Cadouche et le Quatuor Mona. Exactement, c'est un jeune quatuor de jeunes femmes et qui commence à être très connu. Et puis David, évidemment, est quelqu'un de connu, David Cadouche. Et là, on va faire vraiment une Schubertiade. Donc c'est une Schubertiade, c'est-à-dire que c'est de la musique de chambre avec des copains en fait. Et donc Schubert, c'est mon, j'allais dire c'est mon petit chéri parce que je joue depuis très longtemps. et c'est autant franchement c'est vrai la musique de Bach, on peut dire qu'elle est proche de Dieu à l'instar de la musique de Mozart. Et la musique de Schubert, je trouve elle embrasse en fait l'humanité. C'est une musique où on peut vraiment se confier, où le musicien peut se confier et puis l'auditeur reçoit justement, il y a une vraie communion, c'est ça qui est extraordinaire. Et le 30 juillet, vous jouerez une masterclass publique sur Schubert au festival de Pont-le-Voix, mais après vous allez mettre le cap au sud, le 1er août, oui. Un lieu magnifique, le festival classique Live Nice au cloître de Cimier, et vous allez jouer à 2 pianos, les 2 suites de Rachmaninov avec Marie-Joseph Jude, puisque ce sont les 150 ans de Rachmaninov. Et oui, c'est un anniversaire qu'on ne pouvait passer sous silence quand même, parce que c'est vrai, c'est un compositeur russe tellement connu. Et autant tout ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, bon, bien sûr, mais la musique, elle est au-dessus de ça. Et c'est un anniversaire qu'il fallait vraiment célébrer. Et je trouve ça vraiment... Et en plus, ce sont vraiment des suites extraordinaires. La musique de Rachmaninov est extrêmement brillante. Et puis c'est vraiment, on peut dire que c'est vraiment le dernier des romantiques. C'est vraiment un grand compositeur. François Chaplin, c'est la fête nationale aujourd'hui. Vous jouez dans le monde entier. Est-ce que c'est différent de jouer dans son pays ou hors de son pays ? C'est différent en fait dans le sens où peut-être qu'on ressent plus de pression quand on joue en France, surtout à Paris quand on est parisien, parce que il y a les journalistes peut-être, la presse française, et puis et quand on joue à l'étranger, moi je me sens peut-être plus libéré. On représente la France parce que souvent on joue de la musique française et très souvent moi je joue de la musique française donc à l'étranger, Claude Debussy, Maurice Ravel, Gabriel Fauré, et c'est deux manières différentes en effet d'envisager les choses. Je vous donne le programme. Ouais. 23, 29 et 30 juillet au festival de Pont-le-Voix, c'est dans le Loir-et-Cher, et le 1er août le festival Classique Live Nice au cloître de Cimier, et c'est un régal de vous écouter. Merci à vous François Chaplin d'avoir été sur Sud Radio. Merci Philippe. Et on va conclure, on n'avait pas mis de livre, on va mettre un livre pour les vacances, le livre d'une voix de Sud Radio. Bonjour Philippe Spanghero.
Bonjour Philippe, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on est à 56 jours du début de la Coupe du Monde de rugby et au cœur de l'Ovalie, 150 expressions, mots et anecdotes de légendes sur le rugby. Ce livre, vous l'avez écrit avec Médéric Gasquet-Cyrus et Arnaud Richard et vous êtes très très bien entouré avec Vincent Clerc, Thierry Dussautoir, Omar Hassan, etc., Daniel Herrero aussi. Oui, c'est ça, c'est une belle aventure collective quand le Robert m'a proposé le projet en compagnie de Arnaud et Médéric, qui sont les cautions linguistiques du Robert. J'ai demandé la possibilité d'aller chercher des gens que j'avais croisés dans ma vie sportive et professionnelle, et j'ai demandé à ces gens-là de témoigner autour de mots qui avaient une résonance particulière pour eux. Et donc ça donne des très jolis mots. Daniel Herrero qui a écrit sur l'équipe, Thierry Dussautoir sur le capitaine, Vincent Clerc sur les vestiaires ou encore le bouclier de Brennus, mon oncle Walter sur le 15 de France. Enfin voilà, il y a beaucoup de très jolis mots. Alors il y a beaucoup d'expressions, une expression connue par tous les amateurs de rugby, la cabane est tombée sur le chien, dont l'origine est surprenante et on l'apprend dans votre livre. Oui, c'était intéressant de pouvoir aller à la redécouverte finalement de ces mots et expressions du rugby, et donc pour celle-ci, j'ai appelé Piero Salviac, qui était à l'origine de cette expression lancée à la télé dans les années 80. Et puis en fait, il m'a raconté l'origine de l'expression avec Pierre Albaladejo, qui constituait ce binôme qui a tant marqué le rugby des années 80-90. Ils avaient toujours des expressions comme ça du terroir. Et à l'époque, il n'y avait pas de mail. Ils recevaient des centaines de lettres de gens qui leur proposaient de nouvelles expressions à placer pendant les matchs de rugby. Mais celle-ci de Piero Salviac, elle vient d'un supporter de La Rochelle, oui. Qu'il avait l'habitude de croiser dans les travées du stade de Flandre, puisque Pierre est originaire de La Rochelle. Et il lui a volé cette expression-là. C'était l'expression d'un supporter rochelais. Voilà, qui est rentré dans toutes les têtes et dans les foyers français pendant les matchs du tournoi. Alors, une expression beaucoup moins connue, sortir les casques à pointe, qui est née lors d'un match qui pourrait être l'affiche d'un quart ou d'un demi-finale de la finale de la prochaine Coupe du Monde. Alors, je ne sais pas si elle est née à cette occasion-là. En tous les cas, moi, je l'ai raccroché à cet événement-là. Sortir les casques à pointe, c'est une allusion à la forme de casque qu'utilisaient des soldats allemands. Oui. Et ça veut dire aller à la guerre, quoi. Et donc, c'est vrai qu'à une époque révolue aujourd'hui, voilà, on savait que les matchs de rugby étaient parfois de vrais combats, quasiment des combats de rue. Et ça a été le cas lors d'un match à Afrique du Sud-France en tournée en 1964 où mon oncle Walter jouait, et qui avait été un véritable pugilat avec 5 minutes de bagarre générale. La presse internationale avait appelé ce match Fight Club. Ça avait été d'une très rare violence, et j'ai raccroché cette expression à l'anecdote autour de ce match qui est resté dans la mémoire comme étant le match le plus violent de l'histoire du rugby international. Alors, on écoutait François Chaplin. Au rugby, il y a ceux qui jouent du piano et ceux qui les déménagent. Expression très imagée. Oui, mais ça c'est pour faire la comparaison entre les avants et les trois quarts. Alors il y en a d'autres, mais c'est vrai que alors même si les morphotypes ont un peu évolué et que les gabarits sont devenus avec le temps beaucoup plus homogènes entre les avants et les trois quarts, il y a toujours eu vraiment cette distinction, que ce soit au niveau des gabarits ou au niveau même de l'état d'esprit entre les avants et les trois quarts. Donc cette expression, elle est imagée, elle revient à dire que ceux qui jouent du piano, c'est les trois quarts, qui sont un peu les virtuoses du jeu. Et les déménageurs de piano, c'est forcément les avants, qui sont dans quelque chose d'un peu plus primaire. Voilà. Alors, il y a un dispositif exceptionnel pour la Coupe du Monde de rugby. Question subsidiaire, la France a perdu 3 finales de Coupe du Monde. Pensez-vous, Philippe, que cette année, les mouches vont changer d'âne ? Alors, j'y crois beaucoup. On en parle longuement dans le podcast qu'on a réalisé pour Sud Radio avec Daniel Herrero, 15 de France, la quête ultime, où on a eu avec nous des invités qui ont participé à tous les moments forts de l'histoire des Coupes du Monde. Et ce qu'on a pu analyser, c'est qu'en fait, très rarement, l'équipe de France a abordé cette compétition en étant dans la peau d'un vrai favori et en étant aussi sûr de ses forces. Voilà, donc aujourd'hui, on a une génération assez exceptionnelle, assez hermétique à la pression, qui a battu toutes les grandes nations
et qui est conditionnée pour être championne du monde et pour battre tous les gros sur ce parcours en phase finale. C'est vrai que jusqu'à présent, ce qu'on analyse, c'est que il y a eu un gros match, un match référence par Coupe du Monde où les Français ont sorti le match, mais ont eu du mal à rebondir derrière. Alors que cette génération-là, je crois qu'elle est tellement programmée pour aller au bout, elle sait qu'il va y avoir des échéances avant importantes et qu'il faudra répondre présent. Merci beaucoup, que les dieux du rugby vous écoutent, Philippe Spanghero, pour cet excellent livre à lire cet été, Au cœur de l'Ovalie, 150 expressions, mots et anecdotes de légende sur le rugby, avec Vincent Clerc, Thierry Dussautoir, Omar Hassan, Daniel Herrero, Nathalie Yanetta, Olivier Magne, Jean-Pierre Rive, la famille Spanghero, bref, une Dream Team. C'était ma dernière émission de la saison, j'ai été très heureux d'être avec vous pendant Les Vraies Voix et lors de mes remplacements d'André Berkoff. J'aurai le plaisir, j'ai passé de merveilleux moments en votre compagnie, c'était encore un plaisir. On se retrouvera le 28 août avec Cécile de Minibus pour Les Vraies Voix. Je vous embrasse. Tout de suite, Brigitte Lahaie.